Je suis en panne, je laisse allumer. Les feux de position. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Réponse C. Alors vous avez vu, en fait, on est en panne ici, manifestement sur l'autoroute certainement, ou sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc dans ces cas-là, vous êtes immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ici. Donc le mieux, c'est de quitter ma voiture et de me réfugier de l'autre côté du rail de sécurité. Ça, c'est important en attendant le dépanneur pour vous mettre en sécurité. Mais avant, n'oubliez surtout pas de mettre votre gilet réfléchissant, là, vous savez, le gilet haute visibilité. Mais avant de quitter votre voiture, c'est important que les autres véhicules puissent voir que vous avez un problème pour pas vous rentrer dedans. Surtout que l'arrêt sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est dangereux. La durée de vie, on estime souvent que la durée de vie, elle est entre 10 et 20 minutes sur une bande d'arrêt d'urgence. Donc c'est dangereux. Donc n'oubliez surtout pas de mettre vos feux de détresse. Et vous laissez aussi des feux de position pour que votre véhicule quand même soit aussi bien visible, particulièrement à l'arrière. Comme ça, vous avez les feux rouges qui s'allument à l'arrière. Donc là, c'était réponse A pour les feux de position et C pour les feux de détresse. A et C. Je suis bien placé pour aller à droite, réponse A, tout droit, réponse B, à gauche, réponse C. Alors on peut voir que là, il y a écrit plusieurs réponses. Donc comme on ne peut pas tout remplir, même si vous n'avez pas bien observé, là vous pouvez deviner que c'était à droite et tout droit. Donc bon, on va revenir quand même en arrière. Je vous remets la séquence où on peut bien voir nos directions possibles. Et là, vous voyez bien qu'on était bien placé dans la voie pour aller à droite et tout droit. Donc c'était réponse A et B. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Ici, vous avez un panneau bleu avec une indication de autoroute. Donc ça veut dire que nous sommes sur l'autoroute. Donc la vitesse, quand il fait un temps correct, quand il y a beau temps, pas de chaussée humide, pas de pluie, est de 130 km/h. Ok ? À partir du moment où il pleut, la chaussée est humide, je dois descendre à 110 km/h. Donc là, vu les conditions, c'est 110 km/h. Moi, on me demande la vitesse maximale. Donc on me demande pas toutes les allures à laquelle je peux rouler, on me demande la vitesse maximale. Donc je n'ai qu'une seule réponse à donner, d'accord ? Donc ma vitesse maximale autorisée est de 110 km/h parce qu'il pleut. Donc réponse C. Toutes les boîtes de vitesse ont la même grille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines voitures ont 6 vitesses. Là, il y a 5 vitesses. Donc quand il y a 6 vitesses, la 6e, elle se trouve ici. Ensuite, des fois, la marche arrière, elle est là. Mais des fois, elle va être sur le côté ici. Ou d'autres fois, elle va être de ce côté-là, en bas ou en haut. Ça dépend des boîtes de vitesse. Donc elles sont pas toutes pareilles. Donc c'était réponse B. J'ai le temps de passer. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors là, on peut voir que le feu est orange, donc les barrières vont se baisser. Je n'ai pas le temps de passer, c'est trop dangereux, donc c'était réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc lorsqu'il y a un bouchon, on met les feux de détresse en effet, mais à condition qu'on soit le dernier de la file, pour prévenir d'un ralentissement sur l'avant. Là, si on regarde dans le rétroviseur, on voit bien qu'on n'est pas le dernier de la file. Donc mes feux de détresse ne servent plus à rien, parce que depuis tout à l'heure, lui, il a la même allure que moi. Donc je ne mets pas mes feux de détresse. Réponse B. Je souffre de diabète sévère. Je dois consulter un médecin agréé pour savoir si je suis apte à la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Voilà, alors vous souffrez de diabète, il faut absolument le déclarer à la préfecture, et puis après, il faudra prendre un rendez-vous donc avec un médecin agréé, vous inquiétez pas, hein, la préfecture elle va vous donner toute la liste des médecins agréés pour passer une visite médicale d'aptitude. Voilà, donc là c'était réponse A. La distance minimale de sécurité dépend directement de la vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh bien, en effet, plus vous allez rouler vite, plus votre distance de sécurité sera importante à tenir. Parce que par exemple, à 130 km/h, vous allez parcourir beaucoup plus de distance que si vous roulez à 80 km/h. Donc la distance, elle, minimale, dépendra aussi de la vitesse. Donc là, c'était réponse A. Je laisse passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on a pu voir que depuis le début sur la vidéo, les piétons attendaient au niveau du feu. Le feu est encore vert. Donc comme moi je suis au vert, eux sont au rouge. C'est pour ça qu'ils attendent ici. Ils ne manifestent pas l'intention de s'engager de façon vraiment imprudente. Donc moi je vais continuer puisque je suis au vert. Mais attention, je reste prudent. C'est pour ça que je place le pied devant le frein pour deux raisons. Pour si le feu passe orange et pour si les piétons toutefois décident de traverser. Donc, est-ce que je laisse passer les piétons? Non, parce qu'ils sont au rouge. Est-ce que je place le pied devant le frein? Oui. Donc, réponse B et C. Un jeune conducteur est capable de lire ces indices en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors conduire, c'est anticiper plein d'indices. Ça va être anticiper le feu qui peut changer de couleur, ça va être observer ma voie pour voir si je suis dans la bonne voie en fonction de là où je veux aller, ça va être regarder ce que fait le véhicule de gauche, ça va être regarder la règle de priorité de passage au niveau de l'intersection qui est juste avant le feu, ça va être aussi regarder si lui ne veut pas reculer. Vous voyez, c'est une multitude de choses. Et puis ne pas oublier non plus dans le rétroviseur. Un jeune conducteur au début, il est tellement occupé par la mécanique et la maîtrise mécanique de la voiture, donc sa trajectoire, écouter le moteur pour changer de vitesse en temps et en heure, bien maîtriser les pédales, qu'il a du mal, du coup sa concentration elle est plus à l'intérieur de la voiture et moins à l'extérieur de la voiture. Au début, quand vous apprenez, vous êtes allé 70% concentré sur l'intérieur de votre voiture et 30% sur l'extérieur. L'objectif, ça va être de faire l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez progresser, plus il va falloir reporter votre attention sur l'extérieur. Donc, on ne pensera presque plus à la voiture, maximum 30% à la mécanique voiture. Plus tard, quand vous aurez plus d'expérience, ça sera encore beaucoup moins. Mais en jeune conducteur, c'est ça. Et ensuite, le but, c'est d'avoir 70% de votre concentration sur l'extérieur de la voiture. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui ont des difficultés en voiture, il y en a peut-être qui ont déjà commencé et qui ont vraiment du mal au niveau maîtrise de la voiture, du coup, ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'extérieur. Si vous avez beaucoup de difficultés pour éviter de faire des heures supplémentaires, beaucoup d'heures et que ça vous coûte plus cher, et aussi que vous soyez démotivé, je vous conseille de passer en boîte automatique, d'accord? Vous passez le permis en boîte automatique et après, plus tard, si vous voulez revenir en boîte manuelle, il suffit de faire un petit stage pour redevenir à l'aise un petit peu avec la boîte manuelle, d'accord? Mais c'est beaucoup plus facile de faire comme ça, et ça vous évite de faire beaucoup d'heures. Ça, c'était le petit conseil. Il n'y a personne dans le miroir. Pour aller tout droit, je peux m'engager en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans cette intersection? Là, on nous dit que on veut aller tout droit. Est-ce que je peux m'engager en toute sécurité, sachant qu'il n'y a personne dans le miroir? Alors, si je vais tout droit, déjà dans un premier temps, je vais laisser la priorité à droite, parce qu'ils n'ont pas de stop, pas de céder le passage. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai le droit d'aller tout droit, parce que c'est interdit, mais uniquement pour le transport de marchandises de plus de 5 tonnes 5. Donc, ce panneau d'interdiction ne me concerne pas. Donc, vous laissez pas perturber par cette signalisation. Ensuite, c'est pas parce que je ne vois rien dans le miroir que je peux traverser en toute sécurité. La vision dans un miroir est très déformée et on a une mauvaise idée des distances et des vitesses d'approche. Et des fois, on voit pas très bien non plus. On a même du mal à voir si un véhicule arrive. Donc, vous allez toujours vérifier par vous-même en vision directe, en regardant vous-même sur la droite, pour voir si vous pouvez traverser cette intersection. Donc là, est-ce que je peux m'engager en toute sécurité? Non, réponse B. Après avoir bu de l'alcool, une boisson énergisante réduit l'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit les effets de l'alcool. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les boissons énergisantes, là, ça ne détruit pas la molécule d'alcool qui est présente dans votre sang. Donc, ça ne va pas réduire l'alcoolémie et ça ne va pas réduire non plus les effets de l'alcool. Le danger sera toujours le même. Donc, c'était réponse B et D. Lors d'un freinage d'urgence, l'affût amplifie le freinage au maximum? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'affût est obligatoirement associé à l'ABS? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'affût, qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'affût? A pour aide,
F comme freinage et U comme urgence. Donc c'est l'aide au freinage d'urgence. Donc cette aide, elle détecte en fait la vitesse d'enfoncement de votre pédale de frein, et si vous appuyez fortement aussi, donc il y a deux facteurs, la vitesse d'enfoncement de votre pédale de frein et la force de freinage. Et en fonction de ça, elle détecte si c'est un freinage d'urgence ou pas. Et donc en fonction de ces deux facteurs-là, le freinage va être optimum. C'est-à-dire que même si vous ne freinez pas assez, lui va se mettre à freiner au maximum. Alors évidemment, ça va être complété obligatoirement avec l'ABS, qui lui, l'ABS, c'est l'anti-blocage des roues, ça permet de pas bloquer les roues et d'avoir toujours une maîtrise de la trajectoire de votre véhicule. Donc c'est forcément complété avec, parce que si ça freine au maximum, ça va bloquer vos roues. Donc en parallèle, il y a l'ABS qui va empêcher de bloquer les roues. Donc là, en plus, l'intérêt, c'est que avec l'affût, il y a aussi le déclenchement des feux de détresse qui s'allument. Par contre, il faut savoir que l'affût ne freine pas automatiquement à la place du conducteur, hein. C'est à partir du moment où vous vous mettez à freiner vite et fort que ça va se déclencher. Et dès que vous allez lâcher la pédale de frein, l'affût va s'arrêter aussi. Voilà, donc là c'était réponse A et C. Le véhicule blanc est arrêté pour discuter avec le piéton. Je serre à droite et je ralentis. Réponse A. Je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Je fais un appel de phare. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Vous avez remarqué, la route est très très étroite. D'ailleurs, il n'y a même pas de signalisation, pas de marquage au sol qui sépare les deux voies parce que la route est trop étroite. Donc pour se croiser, il va forcément falloir se serrer à droite. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'accotement est vraiment endommagé et plein de boue. Donc il y a des trous, des ornières et plein d'eau. Donc là, c'est un énorme risque de perte de contrôle du véhicule. Ce qui fait que je dois absolument ralentir avant de me serrer à droite. De toute manière, il faut faire ça dans toutes les situations, même s'il n'y avait pas eu d'eau ici. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien y avoir sur l'accotement là un trou sur le bord, ou même des débris de verre qu'il peut y avoir, ou des bouts de ferraille. Et là, si vous roulez dessus, vous pouvez endommager votre véhicule et abîmer la direction ou éclater un pneu. Donc dans tous les cas, je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Dans cette situation, j'accélère, réponse A, je ralentis, réponse B, je fais un appel lumineux, réponse C, je klaxonne, réponse D. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que là, il y a une voiture qui nous dépasse dans un premier temps, hein, vous avez vu, et ensuite il y a une autre voiture qui nous dépasse ici et qui va se rabattre tout près de nous. Normalement, elle est censée se rabattre avec une distance minimum entre nous et elle qui est suffisante, une distance de sécurité suffisante. Là, elle se rabat trop tôt. Du coup, elle nous met en danger, aussi bien elle que moi. Donc, pour me remettre en sécurité, il va falloir que je ralentisse moi pour pouvoir reprendre des distances de sécurité correctes entre elle et moi. D'accord? Si je fais un appel lumineux en plein jour, ça sert à rien, hein. Le véhicule devant moi ne verra pas forcément plus ce qui se passe. Si je klaxonne, je risque de lui faire peur. Et là, il risque de faire un coup de volant et ça sera dangereux aussi. Donc, le mieux, c'est de ralentir. Donc là, c'était réponse B. Dans cette situation, quand personne ne me dépasse, je suis obligé d'emprunter la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc ça, c'est à savoir par cœur, hein. C'est une nouvelle réglementation qui a été mise, donc je vais vous l'expliquer. Lorsqu'un véhicule est immobilisé, ou circule à allure faible, hein, aussi, en feu de détresse, ou qu'il y a les gyrophares bleus ou orange, hein, d'allumés, quand ils sont sur l'accotement ou sur la bande d'arrêt d'urgence, ou même sur la chaussée, vous devez absolument, et j'ai bien dit vous devez, c'est obligatoire, vous devez réduire votre allure et le dépasser en vous assurant de pouvoir le faire sans danger. D'accord? Et donc, si vous pouvez, eh ben, vous devez aussi, donc c'est obligatoire, si vous pouvez, c'est obligatoire de changer de voie. Si ce n'est pas possible de changer de voie, eh bien, il faut ralentir, au besoin s'arrêter, hein, si c'est pas possible, et de s'écarter au maximum, toujours en mettant un clignotant, bien entendu, hein. Mais dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer de soit vous approcher fortement des pointillés ou de chevaucher légèrement. Donc là, ça s'appelle ça un corridor de sécurité, quand on doit s'écarter à cause d'un véhicule qui a soit ses feux de détresse ou qui roule de façon anormale. Donc dans cette situation, quand personne ne me dépasse, je suis obligée d'emprunter la voie de gauche. Donc là, on me dit bien que personne ne me dépasse, ce qui veut dire que je peux m'écarter, j'en ai la possibilité. Donc dans ce cas-là, je suis obligée, en effet, d'emprunter la voie de gauche. Donc oui, réponse A. Je suis à bonne distance du poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je suis à bonne distance du poids lourd? Vous savez, normalement, il faut un intervalle de 2 secondes entre moi et celui de devant. Ici, le marquage au sol, ça fait 3 mètres, et ça fait 10 mètres. Donc là, on voit 2 pointillés, donc ça fait 6 mètres, plus les 10 mètres, ça fait 16 mètres, et puis là, il y a encore 10 mètres de nouveau, donc ça fait 26 mètres. Si je roule à 80 km/h, je dois, moi, laisser un intervalle de 48 mètres, parce que je prends le chiffre des dizaines, que je vais multiplier par 6. Et donc, ça me fait 48 mètres. Donc, c'est vraiment pas suffisant, hein. Ici, il me manque presque la moitié de la distance de sécurité. Donc, c'était réponse B. Je klaxonne et je dépasse, réponse A. Je dépasse avec prudence, réponse B. Je reste derrière ces piétons, réponse C. Alors, on peut voir que on est en sens unique, puisqu'on a 2 voies pour aller tout droit, qu'il y a des travaux sur le bord droit, et donc du coup, il n'y a plus de trottoir. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un panneau avant pour demander aux piétons d'utiliser le trottoir d'en face. Hein, il y a toujours une signalisation quand c'est comme ça. Donc, normalement, les piétons n'auraient pas dû se retrouver ici. Là, ils se mettent en danger. Alors, moi, est-ce que je peux m'écarter? Puisque j'ai 2 voies, on pourrait se dire que oui, mais si je regarde dans mes rétroviseurs, je vois qu'il y a beaucoup de circulation, donc, et qu'il y a des véhicules qui sont en train de me dépasser sur la voie de gauche. Donc, que ce soit avec klaxon ou pas, je ne dépasse pas. Là, il est plus sage de rester derrière et d'attendre le moment idéal, opportun, de pouvoir s'écarter en toute sécurité, sans prendre de risque par rapport à ces piétons-là et sans prendre de risque non plus avec les voitures qui sont à côté de moi. Donc c'était réponse C. Pour l'instant, je reste derrière et j'attends le bon moment. En éco-conduite, je règle la climatisation automatique à une température inférieure de 10 degrés à la température extérieure. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, c'est faux. Il faut régler la température à 4 ou 5 degrés, hein, à peu près de moins que la température extérieure. Ça vous permettra d'éviter une surconsommation de carburant et puis d'avoir un coup de froid par la même occasion. Donc, c'était réponse B. Sur une autoroute à 2 voies, les poids lourds peuvent utiliser la voie de gauche.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette interdiction, elle n'est que pour si vous avez 3 voies. Donc, c'est à partir de 3 voies que vous avez l'interdiction pour les poids lourds et les véhicules de plus de 7 mètres de long. Donc, quand je dis véhicule, ça veut dire l'ensemble de véhicules. Ça peut être un véhicule devant avec sa remorque. Donc là, les poids lourds peuvent utiliser la voie de gauche. Donc, oui, réponse A. Je laisse passer ces 2 piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si on revient en arrière, vous avez vu, il y a un feu qui est vert. Donc logiquement, les piétons sont au rouge. D'ailleurs, vous avez vu le pictogramme, c'est les petits bonhommes que vous avez qui sont soit rouges ou verts. Là, il est rouge. Donc j'avais le feu vert. En toute logique, si je vais tout droit, le passage piéton est au rouge. Il ne marque pas l'intention de traverser au feu rouge pour eux. Donc je n'ai pas à laisser passer ces piétons. Donc réponse B. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne pour que les piétons s'écartent sur le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans les zones de rencontre, tout type d'usager peut y circuler. Il peut y avoir des piétons. Ils sont pas obligés d'utiliser les trottoirs. Ils peuvent circuler où ils veulent. Les cyclistes peuvent aussi arriver en contresens de circulation. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En fait, ici, c'est une priorité aux usagers fragiles. Donc, je n'ai donc pas à klaxonner non plus. Donc, la vitesse dans ce genre d'endroit est limitée à 20 km/h. Donc, réponse A et D. La pression des pneus se vérifie à froid uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Visuellement, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le fait de vérifier visuellement, donc en regardant par nous-mêmes le pneu comme ça, vu de l'extérieur, ça ne suffira pas pour voir la pression du pneu. On va voir s'il est fortement dégonflé ou crevé, mais on ne saura pas si la pression est bonne. Parce que là, c'est à 0,1, 0,2 ou 0,3 bar près. Visuellement, on n'est pas capable de détecter ça. Ensuite, la pression, est-ce qu'elle se fait à froid uniquement? Alors, l'idéal, c'est de le faire à froid. On est d'accord. Mais si vous n'avez pas de quoi le faire à froid, parce que vous n'avez pas d'air comprimé avec un nanomètre pour pouvoir vérifier la pression à froid, il va falloir que vous circuliez et que vous alliez à une station de gonflage. Donc il va falloir que vous parcouriez des kilomètres, ce qui veut dire que votre pneu va chauffer. Et si votre pneu chauffe, dans ce cas-là, il va falloir augmenter la pression à chaud. Il va falloir faire entre plus 0,2 et 0,3 bar en plus parce que c'est chaud. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas possibilité, il faudra procéder comme ça. Donc là, la pression des pneus se vérifie à froid uniquement. Non, pas nécessairement. C'est pas l'idéal, mais pas nécessairement. Donc réponse B et D. Ma vision risque d'être perturbée. À l'entrée du tunnel, oui, réponse A. Non, réponse B. À la sortie du tunnel, oui, réponse C. Non, réponse D.
Dès qu'il y a une modification de luminosité brutale, l'œil est vite perturbé. Et on voit beaucoup moins bien. Alors la modification de visibilité, ça peut se faire soit quand on est dans un endroit très lumineux et on passe à un endroit très sombre, mais aussi l'inverse, quand on est dans un endroit très sombre, à la sortie du tunnel où on va arriver sur un endroit lumineux. Donc le risque, il est vraiment présent, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du tunnel. Donc c'était réponse A et C. Pour économiser du carburant dans une descente, je passe au point mort. Je risque de perdre le contrôle de ma voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette méthode est efficace pour moins consommer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, surtout pas rouler au point mort. Surtout pas, parce que ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de frein moteur. Donc ça va pas vous aider à ralentir la voiture. Elle va prendre de plus en plus de vitesse et vous allez être obligé de freiner de plus en plus fort. Et de chauffer, donc vos freins risquent de surchauffer. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, en plus de ça, le fait de rouler et d'utiliser le frein moteur, vous allez beaucoup moins consommer, et même pas du tout, par rapport à si vous vous mettiez au point mort. Parce qu'il existe la coupure d'alimentation en poussée, et donc on profite de l'énergie, de l'inertie de la voiture pour faire tourner le moteur. On n'a plus besoin de carburant à ce moment-là. Donc c'était réponse A et D. Ces stationnements sont payants. Oui, réponse A. Non, réponse B. À durée limitée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on peut voir la borne pour payer. Et puis on voit ici aussi que c'est écrit payant. Donc oui, c'est réponse A déjà dans un premier temps. Ensuite, quand c'est payant, c'est que c'est aussi à durée limitée. Donc c'était réponse A et C. En cas de freinage d'urgence, l'ABS agira sur la voiture, réponse A, sur la remorque, réponse B, sur la voiture et la remorque, réponse C. Alors vous savez, l'ABS, c'est pour éviter le blocage des roues. Donc il y a tout un tas de capteurs sur votre voiture qui détectent au moment où la roue se bloque, qui va desserrer un petit peu votre freinage, le freinage à votre place, pour pouvoir éviter de bloquer les roues et donc de déraper. Et ça ne se fait que sur la voiture. Il n'y a pas d'équipement, de calculateur qui est fait pour voiture et remorque pour l'instant. Donc là, c'était réponse A. Pour aller à droite, j'allume le clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour aller à droite, est-ce que j'allume le clignotant droit? Donc là, on a en effet une confirmation comme quoi il est interdit de tourner à gauche, donc je vais bien à droite. Je dois toujours mettre mon clignotant droit pour avertir ceux qui sont derrière moi, qui sachent que je vais bien à droite quand même, parce que peut-être que je cache ce panneau-là, peut-être que ceux de derrière n'ont pas la visibilité sur l'interdiction de tourner à gauche. C'est aussi important pour prévenir les véhicules qui sont sur la route ou qui voudraient s'engager aussi sur la route. Donc dans tous les cas, à partir du moment où je change de direction ou que je m'écarte aussi de mon axe principal, je dois toujours prévenir avec un clignotant. Donc c'était réponse A. Rouler à cette allure durant 100 km/h permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire perdre environ 14 minutes. Réponse C, 4 minutes.
Réponse D. Alors la consommation de carburant augmente plus vite que la vitesse. Donc la résistance à l'air est pratiquement 2 fois plus importante à 130 km/h. Par exemple, en passant de 65 km/h à 130 km/h, on augmente la vitesse par 2 et on multiplie la résistance à l'air par 4. Donc ça provoque forcément une augmentation de carburant. Donc la consommation, elle est environ de 5 litres au 100 km à 90 km/h, de 8 litres au 100 km à 130 km/h. Et rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur une distance à peu près de 500 km, ça vous permet quand même d'économiser 5 litres de carburant. Donc en diminuant ma vitesse de pointe, forcément je consomme moins, je pollue moins et le risque d'accident lui aussi diminue, tout en perdant finalement très peu de temps. Donc sur 100 km en descendant à 120 km/h, je ne perds que 4 minutes. Donc là c'était réponse A et D. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. Un test de dépistage d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. À un test de dépistage de stupéfiants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand je suis jeune conducteur, je suis en infraction dès que mon taux d'alcoolémie dépasse 0,2 g par litre de sang. Et je perds 6 points sur mon permis de conduire. Et c'est la même chose avec les stupéfiants. C'est pareil, je perds aussi 6 points. Alors sachant que la première année, je ne possède que 6 points, du coup je me retrouve à 0 points. Donc mon permis est annulé. Donc c'était réponse A et C. Je reste où je suis, réponse A, ou je m'écarte, réponse B. Alors on peut voir que nous sommes aussi en agglomération. Il y a un piéton qui est en effet sur un semblant de trottoir là, mais je dois, trottoir ou pas trottoir, je dois toujours respecter un intervalle minimum de 1 mètre. Donc là il est bien au bord, et puis s'il fait un écart, là on risque de la percuter complètement. Donc il est préférable, surtout que personne ne me dépasse, il n'y a personne en face, il est préférable que je m'écarte, que je fasse un peu plus d'1 mètre quand j'en ai la possibilité. Donc je m'écarte, réponse B. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A. Je fais un appel de phare, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Je passe très lentement, réponse D. Alors, dans cette situation, évidemment, on doit freiner pour éviter d'écraser les poules. Je pense que vous aurez la même réaction que moi. Pour ne pas surprendre les autres usagers qui pourraient arriver derrière, d'accord? Parce que là, j'ai un ralentissement qui est anormal. Il faut que je pense à mettre mes feux de détresse, d'accord? Klaxonner ou faire un appel de phare, là, ça va pas apporter grand-chose. Vous risquez d'affoler les poulettes, là, et elles risquent de partir dans tous les sens, et ça va pas améliorer la situation, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que vous avanciez tout lentement vers les poules. Quand elles vont vous voir en mouvement très lentement, elles vont finir par s'écarter, d'accord? Et là, je pourrai traverser ensuite. Donc là, dans cette situation, je passe très lentement. Réponse D.
Ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, réponse A, à une interdiction de dépasser, réponse B. Je peux dépasser, oui, réponse C, non, réponse D. Alors vous n'oubliez pas, hein, des fois on peut répondre sur une question sur les deux. Hein, quand il y a plusieurs propositions, on peut mettre toutes les propositions à condition qu'il y ait eu au moins une lettre qui ne soit pas mise. Des fois c'est plus qu'une lettre, mais voilà. Donc on peut peut-être valider plusieurs choses. Alors que signifie ce panneau-là? Ça veut dire fin de toutes les interdictions, sauf arrêt et stationnement. À apprendre par cœur, celui-ci vous devez vraiment pas vous tromper. Donc ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, oui. À une interdiction de dépasser, oui aussi. Est-ce que je peux dépasser? On va regarder notre signalisation. Donc là, ce panneau-là ne nous l'interdit pas. Par contre, ici, j'ai une ligne continue. Les deux petits points là, ici, les pointillés que vous voyez ici, c'est pour avoir l'autorisation de traverser à ce niveau-là, pour pouvoir prendre, je ne sais pas si c'est un parking ou une entreprise. Idem pour ces gens-là, ils peuvent traverser pour pouvoir ensuite aller sur cette route-là. Donc c'est pas une autorisation de dépasser à cet endroit-là. Donc j'ai une ligne continue, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de dépasser. Donc c'était réponse A, B et D. Au cours d'un arrêt cardiaque, les lésions au cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent à partir dès les premières minutes, réponse A, dès la première heure, réponse B. Donc une personne qui est en arrêt cardiaque, ça veut dire que son cœur ne fonctionne plus. Ça permet plus de transmettre l'oxygène dans le cerveau, d'assurer l'oxygénation. Si le cerveau n'est plus oxygéné, le tissu cérébral du cerveau va être abîmé. Et donc là, il y a des lésions qui peuvent être irréversibles. Donc un arrêt cardiaque qui dure plus de 4 minutes, sans aucune réanimation, ça abîme le cerveau. Donc dès les premières minutes en fait. Donc là c'était réponse A. Je peux circuler en feu de position uniquement, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de route, réponse C. Donc pour les feux de position uniquement, on a le droit de les mettre en aglo éclairé. Là, c'est pas le cas, c'est pas une aglo éclairée. Ensuite, les feux de route, je peux les mettre s'il n'y a personne en face et pas d'éclairage. Donc là, en effet, il n'y a pas d'éclairage. Par contre, il y a du monde en face. Donc je ne peux pas utiliser mes feux de route dans cette situation-là. Donc je ne peux mettre que les feux de croisement. Réponse B. Je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on arrive dans une intersection. Le véhicule noir, là, qui est à droite, on voit bien la bande stop. Le panneau stop, on le devine un petit peu, mais on voit clairement la bande stop. Donc, il doit me céder le passage. En plus, il regarde dans ma direction, donc c'est pas un danger immédiat, c'est pas un danger important. Par contre, si on regarde un petit peu sur la partie gauche, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, un piéton, qui est engagé sur le passage piéton. Je dois donc lui céder le passage obligatoirement, hein, je dois lui céder le passage. Donc même si je roule déjà lentement, vous avez vu derrière qu'est-ce qui se passe? Il y a un véhicule qui est assez proche.
Même si je considère que j'ai un peu de temps pour m'arrêter, parce que vous avez vu, hein, je roule lentement, je vais quand même allumer mes feux stop de manière à ce que celui de derrière anticipe mon freinage. J'ai pas encore commencé à freiner, parce que vous savez, hein, il y a les premiers centimètres sur la pédale de frein. Quand on appuie un tout petit peu sur la pédale, on freine pas vraiment encore. Ça serre pas vraiment les roues, mais on a au moins les feux stop qui s'allument. Donc celui de derrière croit que je suis en train de freiner alors que j'ai pas encore commencé à freiner. Donc du coup, il se met à freiner aussi, lui aussi. Et donc ça évite les surprises. Donc, est-ce que je cède le passage? Oui, je cède le passage au piéton, pas à la voiture, mais au piéton. Est-ce que j'allume les feux stop? Oui aussi, pour des raisons de sécurité. Donc réponse A et C. Je me suis trompée de direction. Je peux revenir dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça s'appelle une voie de stockage, ça. Alors, vous savez pourquoi ça a été créé, une voie de stockage? Parce qu'avant, il y avait beaucoup trop d'accidents. Avant, ça a été configuré comme ça, une intersection, quand vous étiez souvent hors agglomération, même en agglomération, hein. Donc, vous aviez la ligne, là, et puis les gens étaient obligés de ralentir. Si quelqu'un arrive en face, il laisse passer ceux d'en face, et puis quand il n'y a plus personne, là, ils peuvent tourner. Alors du coup, il devait soit rouler très 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 lentement quand il y avait en face pour laisser passer celui d'en face, ou voire même s'arrêter. Et quand on roulait à 90 km/h, parce qu'avant c'était 90 partout, hein, eh bien il y avait forcément une énorme différence de vitesse entre celui qui arrêtait et celui qui arrive derrière à toute zingue. Et donc là, ça provoquait des accidents. Donc ils ont prévu les voies de stockage où c'est justement, le but c'est de ralentir dedans et de pouvoir s'arrêter dans cette zone-là en attendant que le véhicule arrive en face pour pouvoir ensuite tourner. C'est pour ça que la réglementation dit qu'une fois que je suis dedans, je n'en ressors plus. D'accord? Je peux l'utiliser uniquement pour tourner, même pas pour dépasser d'ailleurs. Je peux l'utiliser uniquement pour tourner. J'insiste un peu parce que des fois vous avez des questions de code aussi, hein, qui sont dans le même sens que ça. Et une fois que je suis dedans, je ne peux plus en ressortir. Même si je me suis trompée de direction. C'est pas grave, je tourne et je trouverai bien une autre solution pour pouvoir reprendre la route que je devais prendre au départ. En plus de ça, vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? Il y a un véhicule. Donc si moi je rechange de voie, là c'est l'accident assuré, hein, parce qu'il arrive beaucoup plus vite que moi, hein. Donc c'était réponse B. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le frein de stationnement. Réponse A. Le régulateur de vitesse. Réponse B. L'aide au stationnement. Réponse C. Donc si vous avez un doute sur ce genre de réponse, revoyez un petit peu tous vos symboles. Faites-vous des petites fiches avec les symboles et puis la petite définition qui est à côté. L'idéal même c'est de faire la fiche avec le symbole au recto et au verso vous mettez la définition. Comme ça dès que vous voyez le symbole, vous essayez de vous rappeler ce que c'est et puis vous vérifiez en retournant votre fiche pour voir si vous la savez ou pas. Alors, ce symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça permet d'activer ou de désactiver, hein, l'aide au stationnement. Alors l'aide au stationnement, comment ça fonctionne? Vous avez maintenant sur les nouvelles voitures carrément les petites caméras à infrarouge et donc ça permet de détecter si vous approchez ou pas d'un obstacle. Plus la lumière se rapproche de la voiture, plus on est proche. Là, ça va, il y a encore de la distance. Et dans cette zone-là, on est très proche. Dans cette zone-là aussi, on est très proche d'un obstacle. Sur certaines voitures, celles qui n'ont pas de ce genre de caméra-là, vous avez, vous savez, le petit bip, 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 puis le bip continue quand on commence à être très proche d'un obstacle. Donc là, c'était réponse C. Un bébé de 5 kg peut voyager dos à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Face à la route? Oui, réponse C. Non, réponse D.
donc un bébé de 5 kilos, hein, donc environ 2 mois, doit voyager toujours dos à la route. Et c'est ce qui le protégera hein, en cas d'accident, hein, parce que si vous avez un freinage fort, sa colonne vertébrale, parce que sa tête est très très lourde, va être propulsée vers l'avant et lui, ça va lui abîmer carrément la colonne vertébrale, donc c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on le met dos à la route. Donc dos à la route, oui, réponse A. Face à la route, surtout pas, hein, pour éviter les lésions irréversibles. Donc là, c'est réponse A et D. Ce véhicule transporte des matières dangereuses, réponse A, des produits laitiers, réponse B. Je dépasse, oui, réponse C, non, réponse D. Si on observe ce véhicule, je vous l'ai mis un petit peu en zoom sur le côté pour voir un peu mieux, il possède une plaque orange, ce qui signifie que c'est transport de matières dangereuses. Alors pour information, le chiffre du haut là, qui est ici 30, d'accord, ça indique la nature du danger. Le chiffre du bas, ça indique le type de produit transporté. Alors sa vitesse, elle est limitée à 70 km/h sur les routes, comme ici, à sens unique. Ce qui veut dire que moi j'ai largement mon allure, beaucoup plus importante, pour pouvoir le dépasser. Alors ensuite j'ai observé, derrière moi aussi, voir s'il y a personne qui me dépasse. Il n'y a personne dans mon rétroviseur. J'ai largement plus de vitesse que lui, parce que lui est limité à 70 km/h. Donc oui, je le dépasse. Donc là, c'était réponse A et C.